un focus donc sur les stratégies fiscales adoptées en 2025 pour les professions libérales, donc euh, présenté par la société Laplace en présence Dominique, Stéphane et Victor. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions et bonne présentation à suivre. Merci. Je te laisse, Victor, démarrer. Oui, merci Jean-François. Bonjour à tous. Du coup, oui, c'est ce que disait Jean-François ce soir. L'idée, c'est de voir à peu près comment structurer, comment arbitrer un peu la rémunération lorsqu'on est professionnel libéral. Et donc, je vais laisser Dominique prendre la première partie du support sur les rappels théoriques. Il y a eu une modification significative pour les professions libérales par l'ordonnance du 8 février 2023 qui est là pour essayer de mieux scinder, mieux réglementer les professions libérales, qu'elles soient médicales, techniques. On a formulé ça sous forme d'une pyramide. On retrouve pour toutes vos professions le droit commun des sociétés. Je peux me mettre en SARL, en SAS. On va retrouver en superposition des conditions plus spécifiques qui vont concerner les professions libérales réglementées dont vous faites partie, en les scindant en trois catégories: les professions de santé, les professions juridiques et judiciaires et les professions techniques et du cadre de vie. Dernière classification dans laquelle on trouve notamment, par exemple, les experts comptables. Et enfin, en haut de la pyramide, les mesures spécifiques par profession qui sont pas toujours encore bien interprétées. Et en fait, ce sont vos instances, vos ordres qui vont légiférer, qui vont donner un certain nombre de conditions d'application de mesures spécifiques à votre profession. On a voulu vous rappeler un peu le cycle de vie traditionnel des professions réglementées. Communément, au moment de l'installation, beaucoup se mettaient en entreprise individuelle, étaient donc en BNC. On va retrouver cette terminologie que vous connaissez bien, les bénéfices non commerciaux. Et puis, à un moment donné, sous l'impulsion de vos conseils, notamment d'Altoneo, vous passiez en SEL, soit en apportant votre clientèle ou votre patientèle, soit en vendant votre clientèle ou votre patientèle à une société d'exercice libéral. Beaucoup d'entre vous, s'il y a des jeunes praticiens, avaient démarré directement en SEL. Ça se pratique de plus en plus aujourd'hui. Donc, vous oubliez la partie gauche de l'entreprise individuelle. Et puis, parfois, vous vous posez la question, avec vos conseils, de structurer au-dessus de votre SEL une petite société holding, soit une holding simple, on le verra tout à l'heure, soit une holding réglementée qu'on appelle société SPFPL. Et puis, la question se pose dans le cycle de vie professionnelle de savoir, est-ce qu'à un moment donné, lorsque ma SPFPL aura vendu ma société d'exploitation, ma SEL, est-ce que je pourrais conserver cette SPFPL ou pas et l'utiliser pour générer éventuellement un complément de revenus retraite. On va revoir ces éléments dans le déroulé de notre présentation. Donc, comme on le disait tout à l'heure, dans l'ordonnance de février 2023, en fait, on retrouve deux catégories principales, les professions de santé avec les médecins, les biologistes, les chirurgiens dentistes et bien d'autres, et les professions juridiques et judiciaires, notamment les avocats, les notaires, qui aujourd'hui doivent exercer sous forme de SEL et structurer avec, si jamais on plug une société au-dessus de la société d'exercice libéral, une SPFPL. Pour l'instant, alors si vous étiez en SARL classique, il y a eu un passage pour les professions juridiques, notamment en SEL. Je ne sais pas si ce passage s'est fait, il devait se faire au 1er septembre 2025. Et enfin, dans la troisième catégorie, ceux qui sont pour l'instant un peu plus libres et autonomes sur leur organisation, leur structuration juridique, dont font partie les experts comptables qui n'ont pas eu cette obligation de transformation. Dans l'actualité, dans ce qui aujourd'hui vous préoccupe et qui a animé beaucoup de débats, donc il y avait le fait que les SEL, donc l'assujettissement au régime des SEL d'une majorité de professions réglementées. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est qu'une transformation technique qui n'a pas forcément d'importance capitale dans votre pratique au quotidien, mais c'est surtout
la distinction qui est venue s'opérer entre la fonction technique, celle que vous pratiquez la majorité du temps, et la rémunération de mandat. Et notamment le fait que cette fonction technique soit désormais assujettie à une imposition en tant que bénéfice non commercial, comme lorsque vous étiez en entreprise individuelle, et non plus avec une rémunération de gérant qui pouvait bénéficier d'un abattement de 10%. Seule la rémunération de mandat, qui est très difficile à prouver, puisque globalement, on va le voir avec Stéphane dans quelques secondes, elle est très marginale dans votre pratique quotidienne, qui, elle, pourra éventuellement bénéficier de cet abattement de 10%. Oui, alors donc, comme on le disait, donc, avant cette ordonnance, vous aviez évidemment la possibilité donc d'avoir une rémunération de mandat pouvant aller jusqu'à 100% de votre de rémunération. Et le gros avantage fiscal, c'est que ça vous permettait de bénéficier de l'abattement de 10%. Aujourd'hui, en fléchant au niveau juridique, donc vers la fonction technique et donc en notion de bénéfices non commerciaux, vous perdez cet abattement de 10%. Et comme en fait la grande majorité de votre rémunération doit être aujourd'hui en BNC, quel est l'impact en fait maximum fiscal par rapport donc à ce changement? Ben, cet impact maximum, il est évidemment par rapport à cet abattement de 10% qui, je vous le rappelle, est plafonné à un peu plus de 14 000 euros. Donc, ce qui veut dire que si vous êtes sur la tranche maximale la plus importante, c'est-à-dire 45%, ben, en effet, pour les très hauts revenus, ça peut permettre enfin, de vous faire payer jusqu'à 6 500 euros d'impôts supplémentaires. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'impact maximum. Ensuite, donc au niveau de la répartition de votre rémunération, donc en effet, BNC au niveau de la fonction technique et rémunération de mandat, donc pour la gérance, la préconisation, elle est de 95 par défaut, on va dire, et 5%, c'est-à-dire que sur cette répartition, il n'y a pas de justification à amener. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas amener une rémunération de mandat un peu plus importante, mais si vous amenez quelque chose de plus important que 5%, il faudra que ça soit justifié auprès des services fiscaux. Donc par défaut, on fait fonction technique 95 et 5%. En faisant ça, ça vous permet évidemment de récupérer l'abattement de 10% sur ces fameux 5%. Et sur une base, vous voyez, de 200 000 en fait de revenus, et si vous êtes sur une tranche à 41%, ben, la différence, c'est en termes d'impôt, c'est que ça vous fait gagner à peu près 410 euros. Donc, autant vous ne pouvez pas aller sur une rémunération de mandat majoritaire, bien entendu, autant vous pouvez également tout mettre en fonction technique et faire du 100%. Mais attention, si jamais vous mettez 100% de votre rémunération en fonction technique, vous allez en fait perdre le bénéfice des systèmes, notamment d'épargne salariale, car je vous rappelle que les systèmes d'épargne salariale sont pour la plupart basés en fait sur la rémunération de gérant ou le salaire, et que par conséquent, si vous avez déjà des systèmes en place, ou si vous souhaitez en mettre en place, vous pouvez être pénalisé, et notamment sur l'abondement plan d'épargne entreprise, puisque vous avez un plafonnement en fait qui est à 25% de votre rémunération de mandat, si jamais vous voulez profiter de l'abondement. Donc ça veut dire que en effet, si vous avez par exemple 5%, si vous accordez 0% en fait à la rémunération de mandat, ben, vous ne pourrez pas bénéficier de l'abondement PEE. Par contre, si vous avez 5%, on va dire que sur une rémunération globale de 100 000 euros, ça vous fait 5 000, et 25% de 5 000, ça fait 1256, et ces 1256 vous permettent d'aller chercher les 300% d'abondement, c'est-à-dire 3 700 et quelques, pour notamment le PEE. Alors, par contre, ça n'a aucun impact pour le PERCO. Vous pouvez continuer à bénéficier de l'abondement PERCO de la même façon. Et ça a un impact également sur l'intéressement. Pourquoi? Parce que souvent, l'intéressement, il est distribué en fonction de la rémunération. Donc, évidemment, si votre rémunération de mandat
et petite, vous aurez évidemment peu de primes d'intéressement. Et je vous rappelle également que la prime d'intéressement globale doit pas représenter plus de 20% de la masse salariale globale. Donc, si vous diminuez là encore la masse salariale, vous diminuez les possibilités en fait de primes d'intéressement et de distribution. Donc, il reste quand même important et intéressant de conserver quand même une partie en rémunération de mandat et de respecter finalement ces 5%. Bon, cette première partie, c'était vraiment un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'actualité concernant les professions libérales. Là, dans cette première partie, on est sur la stratégie sociale qui va vous permettre de voir comment arbitrer votre rémunération, soit pour augmenter le financement de votre train de vie, soit pour justement générer davantage de patrimoine que vous pourrez structurer soit dans une holding, soit à titre personnel. Donc, on est parti d'un postulat, d'un exemple, donc d'un médecin, conventionné, secteur 1, 45 ans, etc., et qui paye des cotisations au niveau de la prévoyance et santé pour un montant de 6 000 euros. La situation fiscale de part et demi avec une TMI à 41% et son conjoint, qui est salarié dans une autre profession, gagne par ailleurs 50 000 euros. Juste, Stéphane, ça c'est l'exemple qui va servir de base pour les différentes slides qui vont suivre. On va toujours garder ce cas de figure pour les différents calculs qui arrivent. Et donc, en effet, on a vu précédemment aujourd'hui que cette notion majoritaire de BNC, en fait, semble dire que vous soyez en entreprise individuelle ou vous soyez en SEL, finalement, comme l'intégralité ou la quasi-intégralité est en BNC, ça ne change rien au niveau du revenu net IR. Là, au niveau du chiffre, 135 000 euros, c'est bien entendu sans compter la rémunération en fait du conjoint. Mais ceci dit, donc ça reste quand même très important le passage en SEL et je vais vous le montrer sur la slide suivante. Pourquoi? Parce qu'en effet, vous pourriez vous dire, oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec ces changements et qui fait que majoritairement on doit être en BNC, finalement, quel intérêt d'être en SEL? Mais l'intérêt, il est toujours là parce que au niveau du BNC, contrairement à une entreprise individuelle où de toute façon, vous n'avez aucun choix que de déclarer un bénéfice non commercial et qui en plus constitue la totalité finalement de votre résultat. Quand vous êtes en CELARL ou quand vous êtes en CELAS, vous allez pouvoir en fait arbitrer votre rémunération. Et vous allez l'arbitrer notamment avec la notion de dividende. Et surtout, c'est que vous allez pouvoir, en fait, c'est vous qui allez décider finalement de votre BNC, du montant de votre BNC par rapport aux possibilités de votre entreprise. Souvent, vous allez en fait fixer ce BNC sur votre train de vie et ce que vous avez besoin au quotidien. Et finalement, on va dire que le reste au niveau de l'entreprise qui pourrait vous être distribué le sera en fait non pas sous forme de BNC, mais sous forme de dividende. Et lorsqu'on fait un arbitrage en fait entre BNC et distribution de dividendes, vous voyez que dans cet exemple précis, ça nous fait un gain au niveau de votre revenu disponible de à peu près 10 000 euros sur cet exemple. Juste pour bien vous expliquer, donc là, sur l'entreprise individuelle, à partir d'un BNC de 200 000 euros, qui représente en fait en enveloppe pour l'entreprise 250 000, souvent la différence, c'est les cotisations sociales. Ensuite, donc le BNC est imposable avec les autres revenus, donc notamment le conjoint qui a 50 000 euros. Ils vont payer 67 000 euros et finalement, le revenu disponible du couple, donc monsieur plus madame, ça sera 178 000. Le fait d'arbitrer une partie en dividende, là en l'occurrence 66 000 euros, va faire en fait, donc on va le voir plus tard, ça va être assujetti aux cotisations sociales, mais vous allez pouvoir bénéficier au niveau de la flat tax en fait de la partie IR à 12,8, ce qui fait diminuer en fait l'imposition et finalement on se retrouve avec un gain de 10 000 euros. Donc c'est l'avantage en fait d'être dans ces larmes.
reste le même qu'avant, c'est-à-dire que ça te permet d'aller chercher un optimum de rémunération entre un arbitrage bien pensé entre le BNC et le dividende. Donc ça permet déjà, dans ce que dit Stéphane, de démystifier un peu une certaine anxiété qu'il y a eu suite à cette ordonnance de février 2023 et l'assujettissement de votre revenu BNC à une imposition plus forte que vous aviez précédemment en rémunération de gérant en société. C'est de dire, bah voilà, on a tout intérêt toujours à être en société parce qu'on a cet arbitrage de rémunération qu'on n'aurait pas eu si on était resté en entreprise individuelle. Donc ça a du sens. Là, l'objectif recherché, en fait, c'était la maximisation de l'optimisation, pardon, du revenu disponible. Mais bien entendu, on peut aussi raisonner de façon différente, c'est-à-dire que, vous voyez, dans le premier exemple, 178 000 est le revenu suffisant pour vivre pour le couple. Eh bien, dans cet arbitrage, il peut très bien rester sur ce même revenu disponible. Et là, l'autre conséquence positive que cela aura, ben, c'est que ça permettra en fait à l'entreprise de conserver de la trésorerie excédentaire pour répondre en fait à différents autres objectifs et de faire un gain au niveau de toutes les charges. Et donc, là, on le voit, si on n'a pas besoin de revenus complémentaires, ça veut dire que la société, la SEL, va stocker davantage de trésorerie. Et donc, dans certains cas de figure, on se dit, bah, l'accumulation de cette trésorerie, elle ne va pas nous permettre de faire grand-chose dans la structure SEL. Parfois, elle est distribuée à titre personnel, comme on l'expliquait en amont. Et dans d'autres cas, on peut se dire, bah, je vais structurer une SPFL, c'est ce qu'expliquait Dominique en préambule. C'est une holding pour les professions réglementées qui va permettre d'avoir une gestion de ces capitaux différente que si elle était dans la société, dans la SEL. Par exemple, cette SPFL, elle va pouvoir détenir une SCI professionnelle qui détient vos locaux professionnels. Et donc, cette remontée de dividendes va, par exemple, permettre de financer le remboursement, une partie du remboursement de l'emprunt professionnel. C'est ça, lié à l'acquisition de vos bâtiments professionnels. Dans un autre cas de figure, par exemple, si vous êtes plusieurs associés dans cette SEL et que un des associés va avoir besoin de financer, va avoir un besoin de financement de son train de vie plus important et qu'il a besoin de récupérer des dividendes importants de la société, mais que ce n'est pas votre cas, en structurant une SPFPL, ça va vous éviter justement d'être assujetti à la même fiscalité que quand on détient ses parts directement en tant que personne physique, puisque on est dans un régime de faveur lorsque les dividendes passent de la SEL vers la SPFPL, avec ce qu'on appelle le régime Murphy, une exonération qui permet finalement d'avoir une fiscalité sur cette remontée qui est de l'ordre d'à peu près 1% de fiscalité, donc ce qui est minime. Finalement, la trésorerie qui est fléchée vers l'associé, vers la SPFPL, arrive de façon quasi intacte dans la SPFL, ce qui permet d'avoir ensuite une gestion de capitaux. Et même dans certains cas, c'est ce qu'évoquait Dominique, cette SPFPL, au moment de la retraite, on va pouvoir la transformer et la patrimonialiser, de sorte à avoir déjà une enveloppe de capitaux qui n'aura pas supporté une fiscalité trop importante pendant la phase d'activité et qui va permettre ensuite de vous aider à générer des revenus complémentaires qui vous seront nécessaires pour financer votre train de vie à la retraite. Après, ça, ce schéma-là, on l'oublie pour la slide suivante. La slide suivante, elle va s'intéresser vraiment à la compréhension du paiement des cotisations sociales. Je te laisse la main, Stéphane. Oui, donc on se replace dans le positionnement, on va dire, de la SEL et sur notre exemple d'avant, où en effet, une distribution de dividendes, en fait, est assujetti aux cotisations sociales. C'est-à-dire que le dividende que vous percevrez est ajouté à votre rémunération et est assujetti aux cotisations sociales au lieu d'être assujetti au fameux 17,2 lors de la flat tax. L'avantage, c'est que aujourd'hui, on est dans une structuration de plus vous gagnez, on va dire, plus le taux de prélèvements sociaux
est faible ou moins élevé, comme on veut. Donc, c'est-à-dire, comme vous le voyez, sans vous commenter chaque charge sociale, mais sur un plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire 47 000 euros. Donc ça, c'est votre rémunération plus les dividendes, hein. On serait à 36% de prélèvement. Ensuite, entre 47 et 165, eh ben, ça tombe à 25%. Et surtout, au-delà de 165, on tombe à 13%. Ce qui veut dire que si vous avez un BNC de 165 et que vous prenez un dividende supplémentaire, eh ben, il sera taxé à 13% uniquement. On le retrouve dans ce fameux tableau, et c'est ce qu'on appelle chez nous, on va dire, la super flat tax, c'est-à-dire que l'assujettissement aux cotisations Attention, sociales. attention, c'est Jean-François Guidevet quand même qui a le copyright pour la super flat tax. On, C'est une on marque a, on a c'est une marque repris sa déposée. terminologie qu'on a trouvée franchement très très opportune dans la présentation. Je Donc, sais que ça Merci, Dominique. je faut sais que que ça ça va lui me coûter revienne, cher. Je sais que ça va me coûter cher. c'est clair. Donc voilà, donc on voit au niveau de ce graphe, en effet, que bien entendu, alors sur les premières tranches 36 et 25, on n'est pas forcément sur quelque chose de plus intéressant, mais en effet, et dans vos professions, c'est souvent le cas, lorsqu'on arrive à une pression sociale, on va dire, de 13%, là, du coup, c'est beaucoup plus intéressant que la fameuse flat tax qui aujourd'hui est à 30%. Mais je vous rappelle que dans le projet de loi de finances, il est prévu en fait que les cotisations de 17,2 passent à 18,6. Donc l'écart sera encore plus avantageux au niveau de l'assujettissement des cotisations sociales aux dividendes. Donc on pourra avoir un PFU à 31,4 et si jamais les cotisations restent sur les barèmes évoqués par Stéphane, la super flat tax du coup pourrait s'en trouver encore majorée. Quelques exemples pour vous montrer l'efficacité, en effet, de cette super flat tax, justement. Donc, dans le premier exemple, exemple classique, en fait, donc où là, votre dividende est assujetti au PFU, donc on l'a laissé à 30%. Donc, sur un exemple concret de 100 000 euros, là, le calcul est facile, il vous reste 70 000, on va dire, en revenu net disponible, ce qui nous fait un taux d'efficacité de 70%. C'est 70 000 évidemment par rapport à la dépense totale de l'entreprise, c'est-à-dire les 100 000 euros. Maintenant, lorsqu'on se place en fait sur un dividende assujetti aux cotisations sociales et qu'on est sur une tranche à 25%, si on est sur un taux de 25%, en sachant évidemment que les cotisations sociales sont payées par l'entreprise et non pas par vous-même, puisque les 17,2 eux seraient payés par vous-même. Donc là, on part d'un budget de 125 000 qui permet de distribuer en fait 100 000 et il vous reste net en poche 87 200. Donc plus que dans le premier exemple, mais bien entendu, comme l'entreprise a dépensé un peu plus, vous voyez qu'on reste en fait à 87 200 divisé par 125 000. On reste sur le même taux de rentabilité de 70%. Donc ça veut dire que quand vous êtes entre 47 000, que je dise pas de bêtises, non, au-delà de entre 47 000 et 165 000, là, vous êtes sur cette fameuse tranche à 25%, et finalement, ça ne coûte pas plus cher que d'être soumis à la flat tax. Par contre, lorsque vous avez une rémunération rémunération plus dividende, au-delà de 165 000 euros, eh bien là, vous êtes sur un prélèvement de 13%, donc ce qui fait que le budget de l'entreprise, c'est 113 000 pour vous donner 100 000. Ensuite, vous payez évidemment les 12 008 d'impôt sur le revenu, ce qui vous fait 87 200, même chiffre qu'auparavant, mais avec un budget moindre. Donc 87 200 divisé par 100 000, on arrive là à une rentabilité de 77%. Donc voilà. Ce qui veut dire que si on ramenait pour le budget, par exemple, à 100 000 euros, il vous resterait en fait net en poche 77 000 au lieu de 70 000 pour faire une comparaison avec la flat tax. C'est exactement ça. Et donc,
Ensuite, il y a ça c'est la partie vraiment distribution de dividendes. Après, là c'est vraiment sur les flux, ce qui permet de financer le train de vie. Ensuite, il y a toute l'organisation qui peut être travaillée et ça peut faire l'objet d'une optimisation qui peut être relativement simple et qui peut parfois aller vers des schémas beaucoup plus complexes. Donc, je laisse Dominique vous présenter cette partie. Donc voilà l'idée, sans vouloir trop complexifier les choses, mais l'idée de dire je me retrouve en société, c'est aussi la faculté de pouvoir se structurer avec une société holding. Victor l'a dit tout à l'heure, quand je distribue à titre privé, on va le voir dans la slide qui suit, on l'a vu précédemment avec Stéphane, ça me coûte 30% ou avec la super flat tax un petit peu moins. Mais en fait, quand l'excédent de ma trésorerie, dont je n'ai pas besoin, l'excédent de mon résultat, je le remonte dans une société holding, j'ai ce qu'on appelle un régime de faveur lié au régime mère-fils que vous voyez dans le petit encadré en pointillé. Et en fait, je n'ai une imposition que limitée sur 5% de la remontée de dividendes, ce qui coûte environ 1,25%. Ça veut dire que l'excédent de ma richesse dans ma société d'exploitation, dont je parlais tout à l'heure quand on a dit j'ai optimisé ma rémunération, j'ai les besoins nécessaires pour mon train de vie, l'excédent, qu'est-ce que j'en fais? Plutôt que de le laisser dans la société d'exploitation, on a tendance à le remonter dans une société holding en quasi-franchise fiscale. Et dans les montages, encore une fois, on ne va pas complexifier ce soir pour vous montrer le champ des possibles, et encore une fois, sans dogmatisme aucun, ça dépend de vos professions, ça dépend de votre stratégie patrimoniale, mais on peut très bien vendre un bout de sa société d'exploitation, de sa société de praticien, à une société non réglementée, dans la limite de ce que nous autorise l'ordonnance de février 2023. C'est en général entre 25 et 50% selon les catégories professionnelles. L'autre partie est détenue par une société holding SPFPL réglementée. Dans l'une, je vais avoir du crédit et je vais me refinancer en vendant une partie de ma société d'exploitation. J'aurai sorti du cash pour financer peut-être des besoins personnels. Dans l'autre partie, je vais encapsuler de la trésorerie qui me permettra peut-être de financer, comme l'a dit Victor tout à l'heure, mon bâtiment professionnel via une petite SCI détenue sous la SPFPL, ou tout simplement de faire quelques placements dans une limite autorisée, de manière, dans ces deux sociétés, à me constituer un patrimoine à terme. On ne va pas complexifier ça aujourd'hui, d'autant que je crois qu'il y a un certain nombre de chirurgiens dentistes dans la salle, et là, pour eux, c'est un petit peu plus complexe. On sera peut-être dans le schéma qu'on va voir juste après, pour eux, c'est-à-dire vous remplacez la SAS libre par une SPFPL, et on mettra dans cette partie-là de la trésorerie excédentaire qu'on va placer encore une fois sur des placements non immobiliers, sauf l'immobilier professionnel, des placements financiers pour se constituer un patrimoine de retraite. Et on distribuera une partie à hauteur de 75% pour compléter ses revenus et son train de vie. Cette fois-ci, soit la flat tax à 30% si je suis en CELAS, soit je suis en CELARL, comme le disait Stéphane tout à l'heure, à la super flat tax. Gardez juste en mémoire que cette architecture que vous avez bâtie jusqu'à aujourd'hui, d'être parfois en CELARL ou en CELARL, et qui vous contrarie au regard de la nouvelle réglementation sur l'imposition du BNC, en fait, peut être optimisé par des montages en société selon vos professions et selon votre stratégie patrimoniale à terme. L'idée, encore une fois, c'est d'avoir une structuration qui permettra peut-être d'avoir des revenus complémentaires moins fiscalisés le jour où vous aurez, où la SAS, par exemple, ici patrimoniale, vendra la société d'exploitation, puisque là aussi, quand je vends en tant que praticien en direct ma CELARL ou ma CELAS, je paye un impôt sur plus-value à 30%, c'est la flat tax d'aujourd'hui, si jamais j'ai de la plus-value, bien évidemment. On dit que dans certaines de vos professions, il y a plus de plus-value puisque on ne sait pas ce que vaudra votre patientèle demain. Mais si jamais c'est ma SAS qui vend tout ou partie des titres de la société d'exploitation, ça ne coûte pas 30% sur la plus-value, mais ça coûte 3%. Donc là, encore une fois, j'ai un schéma vertueux. Quand je remonte dans ma société holding, ça me coûte un 25%. Quand ma société holding revend tout ou partie de mes titres, ça coûte non pas 30%, mais 3%.
Donc on voit qu'il y a quand même quelques schémas d'optimisation qui peuvent être réfléchis avec vos conseils. C'est exactement ça. L'idée, c'est que tout ça, c'est de la théorie. On peut aller vers du très simple au plus complexe. L'idée, c'est qu'on a voulu mettre ça en perspective avec un cas pratique chiffré qui va vous permettre de voir globalement une projection de ce que donnerait une optimisation, non pas très complexe, mais relativement simple, dans le temps, en partant du même cas de figure. Le médecin conventionné secteur 1, âgé de 45 ans. Il se verse une rémunération de 120 000 euros qu'on a déterminé tout à l'heure, ce qui lui permet de financer son train de vie. Et donc, il détient, ça c'est la situation de base, il détient sa SEL à 100%, et puis il a ses murs professionnels dans sa SCI. Alors on va pas forcément travailler plus que ça, la réflexion autour des murs professionnels, etc. Mais en tout cas, c'est son schéma de détention. Et donc, sa SEL, elle génère un bénéfice avant impôt sur les sociétés de 95 000 euros, ce qui lui fait un bénéfice net qui pourrait être distribué de 75 000 euros par an. Et donc là, il n'a pas besoin de revenus complémentaires pour financer son train de vie. Sa rémunération était bien calibrée en amont. Et donc, il se dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ces 75 000 euros, sachant que c'est pas franchement idéal de les investir dans sa SEA. Pour aller dans le cas de figure qui est relativement courant et relativement simple à mettre en place, souvent on se dit, enfin, le premier réflexe, ça va être de se dire, bon, bah, je distribue ces dividendes puisqu'ils n'ont pas grand intérêt dans la société, dans la SEL. Je les distribue et pourquoi pas les placer en assurance vie puisque on sait que c'est une enveloppe qui permet d'obtenir de nombreux avantages fiscaux sur le revenu, mais également des avantages en termes de succession. Avec ce résultat de 95 000 euros avant IS, donc 75 000 euros après IS, on va pouvoir obtenir des dividendes nets d'environ 52 000 euros. Tu veux rappeler impôt sur les sociétés au taux de... Oui, au taux de 15% jusqu'à 42 500 euros, et au-delà, on est à 25%. Donc finalement, ça nous fait un bénéfice avant distribution de 75 000 euros. Ce bénéfice, on va le distribuer, ce qui va générer, comme on l'a vu tout à l'heure, des cotisations sociales et les 12,8% du PFU, ce qui va nous donner un dividende net de 52 000 euros par an, à peu près. Ce médecin va donc placer ces 52 000 euros tous les ans sur un contrat d'assurance vie avec une performance nette du contrat de 3% par an. Il a 45 ans, on imagine qu'il prend sa retraite à 65 ans. Il va donc se retrouver avec un contrat d'assurance vie valorisé 1 366 000 euros. Ça, c'est le premier cas de figure. C'est relativement simple. Je distribue mes dividendes, je les place sur une assurance vie, je simule un rendement de 3% par an. Je me retrouve 20 ans après avec un contrat valorisé 1 366 000 euros. Dans le deuxième cas de figure, qui n'est pas non plus si complexe que ça, on va voir une structuration. Alors en fonction des professions, là, de la même façon, ça ne sera pas adapté aux chirurgiens dentistes, par exemple, mais ce qu'évoquait Dominique, on peut rattacher une holding non pas réglementée mais patrimoniale, toujours en respectant des critères qui sont établis par vos ordres respectifs. Et donc là, dans un cas... On peut juste précision, quand Victor dit on ne peut pas le faire pour les chirurgiens dentistes, on ne peut pas faire ce que vous lisez sous NewCo, investissement financier libre. Mais cette structuration que vous voyez, ne quittez pas la visio, hein, les chirurgiens dentistes, vous pouvez le faire, il faut seulement que vous ayez à hauteur de 25% une SPFPL, puisqu'en fin de compte, toute détention de votre SEL doit être faite par un professionnel exerçant. Donc, vous êtes obligé d'avoir une SPFPL. Donc, quand vous lisez investissement financier libre, ça limite juste le champ, le périmètre de placement qu'on peut faire avec vous dans cette partie SPFPL. Parce qu'en fin de compte, son objet social ne vous autorise pas à faire n'importe quel placement. Mais en fait, cette stratégie, elle est quand même compatible avec votre profession.
Oui, tout à fait. Les investissements sont plus limités. Là, justement, pour avoir, on va dire, les mains un peu plus libres dans notre cas pratique, on s'intéresse plutôt à une holding patrimoniale et non pas à une holding réglementée. Dans ce cas de figure, on va pouvoir donc structurer le patrimoine de cette façon, avoir cette société patrimoniale qui va être détenue par le professionnel, par exemple sa conjointe et ses enfants dans des proportions différentes, etc. L'idée, c'est d'avoir l'optimisation évoquée tout à l'heure, à savoir des flux qui seront fléchés à 75% vers le médecin et qui supporteront la flat tax, enfin les 12,8 plus les cotisations sociales, et 25% des dividendes qui vont justement, eux, subir très peu de fiscalité, les 1,25% dont parlait Dominique, ce qui va permettre d'avoir des revenus pendant 20 ans qui vont être fléchés vers la holding et qui vont supporter très peu de fiscalité finale. Dans ce cas de figure, on repart de l'exemple de la SER. La distribution de dividendes, alors ça va globalement générer un impôt sur les sociétés de 16 000 euros. La distribution de dividendes, qui va être fléchée à titre personnel, ça va générer des charges sociales d'un montant d'environ 13 000 euros. Ce qui veut dire qu'on va distribuer 50 000 euros de dividendes bruts vers le professionnel. Les 12,8, ça va coûter 6 000 euros, ce qui va lui permettre d'obtenir 44 000 euros de dividendes nets à titre personnel. De l'autre côté, les 25% vont représenter 16 000 euros. Et donc, avec le régime Murphy, on a diminué le montant de 1 000 euros, mais en réalité, c'est moins de 1 000 euros de fiscalité. Et donc, ça va permettre d'accumuler tous les ans 15 000 euros de dividendes nets dans cette fameuse holding patrimoniale. Sauf que ces dividendes nets de 44 000 euros perçus par le professionnel, on n'est pas nécessairement obligé de les mettre sur un contrat d'assurance vie, on peut travailler ça avec un peu plus d'ingéniosité, et on peut les prêter, ces 44 000 euros tous les ans, à sa holding, ce qui va permettre de placer 59 000 euros sur des investissements qui supporteront une fiscalité à l'impôt sur les sociétés, donc que j'ai expliqué tout à l'heure, 15% jusqu'à 42 500 euros de résultat, et au-delà, 25%. Donc, si on se dit que nos investissements, que les revenus générés par nos investissements supportent une fiscalité de 15%, on est déjà assez éloigné de la flat tax à 30%, voire 31,4% de vous. Cet apport en compte courant d'associé, ce prêt que vous faites auprès de votre holding patrimonial, il faut savoir que il va s'accumuler d'année en année et au bout quand vous souhaiterez avoir des revenus complémentaires, vous n'allez pas distribuer des dividendes de votre holding, vous allez juste rembourser, enfin la société va rembourser une partie de sa dette. Et donc elle va vous rétribuer l'argent que vous lui avez confié. Et donc, quand un dividende est fiscalisé, puisque c'est une source de revenus, un remboursement de dette n'est pas fiscalisé. Et donc, ça va vous permettre de récupérer de l'argent que vous avez capitalisé dans la holding sous forme de revenus, entre guillemets, sous forme de flux financiers qui ne supporteront pas de fiscalité sur les dividendes, par exemple au moment de la retraite. Donc, ça va permettre tous les ans de valoriser 59 000 euros par an avec une fiscalité qui va être relativement attractive. Et donc, à 65 ans, dans la simulation, on se retrouve avec une holding valorisée 1 663 000 euros. Et donc, ensuite, on va comparer ça. Uniquement par la constitution de flux en plus. Oui. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens sur vos professions avec certains qui pensent que je ne sais pas ce que vaudra mon outil professionnel, ma patientèle à terme. Oui. C'est-à-dire que là, on est vraiment focusé. Pourquoi on part sur ces petits schémas d'ingénierie? C'est de se dire, on sait que dans certaines de vos professions, vous qui êtes ici ce soir, vous n'avez pas toujours la perspective de vendre quelque chose, un stock, et que vous aurez un niveau de retraite qui est bien inférieur à votre niveau de revenu aujourd'hui. C'est réfléchissons comment vous aider à vous constituer un patrimoine maximisé pour faire en sorte qu'au moment de votre arrêt d'activité, vous puissiez pérenniser votre train de vie. C'est vraiment ça l'idée.
C'est exactement ça. Oui, là, on est vraiment sur l'accumulation des revenus avec l'accumulation des dividendes est apportée à titre personnel à la société et remontée directement par la société d'exploitation. Et ces investissements vont générer des revenus qu'on réinvestit annuellement, etc., de sorte à arriver au montant indiqué, comme le disait Dominique, sans même avoir de fruits de cession au moment de la retraite. Une fois qu'on est à la retraite, l'idée, c'est de financer le train de vie. Avec la holding, on va être en capacité de générer globalement un revenu d'à peu près 59 250 € par an, et ce, sans fiscalité sur les dividendes, puisqu'on a utilisé l'outil, le compte courant d'associé qui permet de récupérer la trésorerie nette après impôt sur les sociétés sans payer de fiscalité supplémentaire. Et donc, en fonction du montant récupéré chaque année et des 44 000 € qu'on a vus, ça va nous permettre finalement de récupérer cette somme jusqu'aux 70 ans, sans avoir décapitalisé le moindre euro dans la holding. En fait, on finance ces revenus uniquement par les flux générés par les investissements. Donc j'ai 5 000 € quasiment de revenus nets complémentaires qui se cumulent avec mes revenus de retraite jusqu'à 78 ans. C'est ça. Dans le cadre de l'assurance vie, on était arrivé à 65 ans avec une valorisation du contrat d'1 366 000. Si je veux générer exactement les mêmes revenus que dans la situation de la holding, je ne vais pas être en capacité d'avoir un revenu suffisant, une fiscalité qui me permettrait de le faire sans récupérer une partie du capital que j'investis. Donc, ces revenus nets perçus, ils vont être en fait constitués des intérêts qu'on a générés au fil des années, mais aussi en partie du capital qu'on récupère petit à petit pour réussir à arriver au même rendement, on va dire, que la stratégie basée sur l'utilisation. Petit à petit, je vais égrener mon capital constitué. En fait. Exactement. On l'égrène petit à petit. Alors, à 78 ans, on se dit, il y a déjà un écart d'environ 600 000 € dans la première stratégie par rapport à la deuxième. Ce qui me permet de dire, si je fais un focus et si je fais un crash test, je décède à 78 ans. Là, on parlait de revenus et de compléments de revenus retraite. Dans un cas, je transmets 1,6 million à ma famille en protection familiale de mon conjoint et au bénéfice de mes enfants. Dans le deuxième cas, je transmets 1 million €. Quand même un écart assez significatif en termes de protection. Oui, sachant que alors là, on se concentre vraiment sur une approche budgétaire qui vous est assez chère, notamment au moment de la retraite. Mais dans un contexte successoral, on a aussi des outils qui vont nous permettre de transmettre cette holding en quasi franchise de droit de succession. Dans l'assurance vie, il y a des mécanismes de faveur qui vont dépendre du nombre des enfants du couple, etc., de l'âge auquel vous avez fait les versements. Mais globalement, à 78 ans, là, dans ce cas de figure où le professionnel avait 2 enfants, puisqu'il avait 2,5 parts, on se retrouve avec un contrat d'assurance vie qui va être taxé globalement à 20%, après 300 000 € d'abattement, versus une holding qu'on aura pu donner à la mise en place pour quasiment rien, en nue propriété aux enfants. Et quand elle sera valorisée 1 663 000 € et qu'on aura remboursé à 78 ans le compte courant d'associé, qui reste le compte courant d'associé un actif successoral, à 78 ans, cet actif successoral disparaît puisqu'on l'a utilisé pour financer notre train de vie. On se retrouve à 78 ans avec une holding patrimoniale entièrement transmise aux enfants sans la moindre fiscalité successoire. Et ensuite, juste pour le cas théorique, on va pousser la réflexion jusqu'à vos 100 ans. Dans quel cas de figure on se place? Alors là, forcément, les revenus ils diminuent puisque ici, j'utilise mon compte courant d'associé. L'argent que j'ai prêté à ma holding pendant mes 20 ans d'activité, je le récupère petit à petit. Et donc, je ne suis pas soumis à la fiscalité sur la distribution de dividendes. Passé ces 70 ans, la société a remboursé toute la dette qu'elle avait envers moi. Je suis obligé de distribuer des dividendes.
Et donc, quand je vais distribuer des dividendes, bah forcément, ça va dégrader mes revenus. Et donc, je vais arriver avec des revenus qui sont plus de 60 000 euros, mais de 41 500, c'est-à-dire 60 000 euros de trésorerie distribués à 30%, et donc on arrive à 41 500 euros. Et ça, en fait, on va pouvoir le faire jusqu'à vos 100 ans, mais même plus encore. En fait, là, on est vraiment sur un rythme de croisière. Enfin, faut pas aller trop loin non plus, hein. À un moment donné, il faut quand même décéder, hein. Et donc, ça, comme vous l'aurez compris, la holding est transmise dès vos 78 ans. Vous générez des revenus de 41 500 jusqu'à la fin, finalement. Alors que dans le cas de l'assurance vie, ben, on avait déjà dû décapitaliser pour financer les premiers revenus, mais si on essaye encore de s'aligner aux 41 500 qu'on génère à partir de vos 78 ans, on se retrouve à la fin, à 100 ans, avec un contrat d'assurance vie qui n'est plus valorisé que de 560 000 euros. Et donc après, si on pousse la réflexion jusqu'à un certain point, on a consommé toute l'assurance vie pour générer des revenus. Mais donc là, ce qui est important, c'est de se dire, arrivé à 100 ans, ce que je vous souhaite, si vous le souhaitez également, c'est que vous vous trouvez dans une situation où, dans un cas, il vous reste 560 000 euros à transmettre, alors que sur lequel, si il y a deux enfants et que on a les doubles abattements de 152 500 euros par bénéficiaire, il va rester globalement 200 000 euros fiscalisés à 20%, donc on va se retrouver avec 40 000 euros de fiscalité. Alors qu'ici, on transmet bien 1 million, toujours de la même façon, 1 663 000 euros sans payer le moindre droit de succession. Donc c'est pour ça, avec un peu d'ingéniosité, un peu d'ingénierie patrimoniale qui n'est pas franchement complexe, je vous remonte le schéma. C'est uniquement structurer une holding qui détiendrait 25% de votre SEL. Alors après, c'est toujours à mettre entre guillemets, il faut que ce soit une SAS, soit une SPFPL, mais alors les investissements sont un peu plus limités, etc., etc. Il y a de l'accompagnement à faire à vos côtés pour savoir dans quel cadre on peut se placer pour vous accompagner et pour optimiser votre situation. Mais juste en créant un véhicule et ensuite en se retrouvant dans ce schéma, on arrive quand même à avoir une optimisation qui passe du simple au triple, finalement, certes à 100 ans, mais déjà même à 78 ans. Ici, on a des droits de succession, quand ici, on n'en a plus. Et tout ça, c'est avec l'accompagnement justement qu'on réalise auprès des clients d'Altonio. Déjà, il y a vos experts comptables qui ont cette sensibilité de se dire il y a de l'optimisation à faire dans certains dossiers, il faut peut-être pousser la réflexion, vous structurer, c'est ce qui a été fait pour certains d'entre vous, j'imagine, dans des SEL, etc. Mais on peut encore aller au-delà avec des tensions via des holdings, etc., etc. Voilà. Je te laisse terminer, Dominique. Ouais, je sais pas ce qu'il y a. Sur les services La Place. Ouais, c'est notre accompagnement. Vas-y. Donc voilà, dans le travail collaboratif qu'on fait avec Altoneo, donc on travaille sur l'arbitrage de rémunération en fonction du budget et du train de vie. Vous l'avez vu dans l'exemple de Victor et de Stéphane, on calibre le BNC en fonction de ce dont vous avez besoin, on va dire quotidiennement. C'est un peu le travail que vous faisiez précédemment avec votre rémunération de gérant. La distribution potentielle de dividendes ou la remontée de dividendes dans une société holding, on va dire, c'est le supplément d'âme qui permettra de se constituer un patrimoine supplémentaire en prévision de la retraite. Donc ce travail-là, on peut le faire en collaboration avec vos experts comptables et chargés de clientèle de chez Altoneo. On fait un audit et proposition d'ajustement des contrats de prévoyance. C'est la spécialité de Stéphane qui est en présence ce soir dans la salle. On a, nous, dans notre périmètre de gestion de patrimoine, cette partie spécialisée, comme chez les experts comptables et chez les avocats, où en général, on a le spécialiste du social, le reste, on est assez généraliste. Donc là, c'est social, c'est Stéphane qui incarne cette partie-là ce soir. On travaille sur l'accompagnement patrimonial sur le schéma professionnel de manière
assez générale, c'est-à-dire que vous avez vu que les schémas d'architecture générale qu'on vous a montré ce soir, c'est cette vision-là assez transverse sur laquelle on peut vous accompagner. Elle est forcément peaufinée par le service juridique d'Altoneo et par vos conseils habituels, vos avocats, etc., qui vont peaufiner le geste technique. Et enfin, on va travailler sur l'orientation de l'épargne, puisque quand on vous a montré comment on pouvait faire un peu mieux performer votre schéma technique, est-ce que je mets une société holding, est-ce que je fais de l'assurance vie ou pas, ben après, il faut nourrir le moteur de performance, il faut l'alimenter et par des placements, que ce soit dans la société holding, que ce soit dans le patrimoine privé. Et on a aussi cette dimension-là chez Laplace, d'être capable d'aller chercher des solutions d'investissement et de les gérer pour vous dans le temps. Je finirai juste sur cette partie-là en disant qu'on a beaucoup travaillé avec des professionnels techniques et avec vos instances pour être capable d'identifier et de cartographier globalement les placements que vous êtes en capacité de faire dans votre SEL d'exploitation, voire dans votre société holding. Alors, quand elle est non réglementée, il n'y a pas d'ambiguïté, mais même quand elle est réglementée, votre SPFPL, on peut faire mieux quand même que des dépôts à terme ou des livrets. On peut aller sur des choses avec des niveaux de performance relativement corrects à partir du moment où ils sont assez disponibles, qui sont inscrits dans les actifs circulants pour avoir prendre une terminologie technique d'experts comptables auxquels les avocats sont également sensibles. Donc, on ne va pas faire d'immobilier ou de choses comme ça, mais on peut avoir des placements financiers, boursiers, des obligations d'entreprise avec des niveaux de performance qui battent allègrement les 5%, et donc se constituer un patrimoine en vue de renforcer votre revenu complémentaire retraite. La dernière question qui se posera, et là, encore une fois, on se rapproche de vos instances pour savoir ce qui sera possible de faire, c'est que certains professionnels ne pourront pas patrimonialiser leur structure. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, des médecins biologistes ou des biologistes dont la révocation lorsqu'ils arrêtent leur activité vaut dissolution. Donc, on est obligé de retrouver les capitaux qui étaient dans la SPFPL dans le patrimoine privé. Donc, du coup, est-ce qu'il faut vraiment mettre une SPFPL? Pour d'autres professions, les médecins, les chirurgiens dentistes, certaines professions techniques, juridiques, on a un certain laps de temps pour éventuellement patrimonialiser la structure et retrouver un peu plus d'amplitude, de latitude dans nos placements et dans la génération de revenus complémentaires retraite. Voilà, toutes ces démarches-là, on est en capacité de vous les proposer en complément du conseil apporté déjà par Altoneo. Et pour apporter une précision sur le cas pratique que j'ai pas mentionné précédemment, on n'est pas en train de dire que l'assurance vie, c'est pas un outil qu'il faut utiliser. L'idée, c'est justement de trouver avec vous, en fait, la bonne structuration en fonction de votre situation pour mettre la bonne dose d'assurance vie, de flécher le bon montant des capitaux vers une holding professionnelle et parfois même d'utiliser ce qu'on appelle les PER, les plans épargne retraite, pour avoir aussi une optimisation sur la partie diminution de la pression fiscale personnelle, etc. En fait, quand on étudie votre dossier, on le fait en cherchant à trouver, à structurer un schéma qui vous correspond à tout point de vue et dans lequel on va trouver de la diversification dans les stratégies, stratégie assurance vie, stratégie holding ou stratégie épargne retraite, de sorte à avoir une situation qui vous correspond, dans laquelle vous vous sentez bien, vous avez suffisamment de latitude à titre personnel pour financer votre train de vie ou des projets un peu ponctuels, mais en même temps, toujours avec ce prisme d'optimisation, etc. Donc, c'est toujours du sur-mesure, C'est ça. voire parfois de la haute couture. C'est ça. En tout cas, nous vous remercions pour votre attention. Je vous invite à scanner ce QR code afin de répondre à notre enquête de satisfaction pour savoir si vous avez apprécié cette présentation, si vous avez des questions, des améliorations dans le format ou dans la thématique, par exemple.
Et on se tient à votre disposition, bien évidemment, pour vous rencontrer. C'est pas forcément facile d'échanger lorsqu'on est dans un webinaire, mais en tout cas, on se tient à votre disposition pour vous rencontrer soit sur les différents sites Altoneo, soit dans un autre cadre pour, si vous êtes intéressé, évoquer ces sujets ensemble. D'avoir une approche individualisée. Peut-être, Exactement. Jean-François, on ouvre les micros et on répond à des questions. S'il y a des questions qui Ouais, s'il y a des nous questions à venir. De la même façon, si vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas à utiliser soit l'outil conversation, soit l'outil Q&R qui vous permettront de poser des questions. Et je vais ajouter juste que bon, on parle de SEL, hein, mais SEL, bon, là on a pu voir un certain nombre de possibilités, hein, comme le disait Dominique, hein, sur mesure, voire haute couture, hein, donc qui peuvent être faites. La SEL, on n'est pas que sur des aspects fiscaux purs, hein, bien sûr, on est sur des aspects transmission, des aspects complément retraite, sur plein d'aspects, et c'est là que vraiment on peut individualiser en fait la stratégie, et c'est important de le faire. C'est même l'objectif principal de cette décision de passage en SEL, voire plus loin SPFPL ou SAS patrimonial, quoi. Mm. qu'il n'y a pas de montage idéal, en fait, on s'en rend compte. Là, on a essayé de montrer un peu le champ des possibles, mais le montage idéal, c'est celui qui correspond parfaitement à vos objectifs et aux projections qu'on peut se faire dans votre cycle de vie professionnel et patrimonial. Et puis, dans vos professions, il ne faut pas se mentir, dans un cadre qui nous est imposé, qui est qui est plus restrictif que pour un dirigeant classique, puisque voilà, vous êtes dans des professions spécifiques qui font que on ne peut pas faire ce qu'on veut. Mais ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est que on peut détendre un peu le modèle et réussir quand même à optimiser des situations quand il y a encore quelques années, on disait qu'on était complètement bridé, contingenté dans ces professions médicales. On a eu l'exemple donc d'un médecin secteur 1. On a dans la salle aussi certainement des secteurs 2, enfin j'en vois, ou avocat. Bon, chaque profession a sa contrainte, hein, de toute façon ordinale, hein, donc réglementaire. Mais bon, le cas des exemples dentistes tout à l'heure, puisqu'on a exclu un petit peu d'un exemple, hein, les dentistes. On a forcément des réponses à apporter via la SPFPL, par le biais de la SCI professionnelle, par exemple, hein, où on a des justes équilibres qui se font, qui permettent de capitaliser sur de l'immobilier, puisque c'est aussi un axe de capitalisation intéressant, ne connaissant pas forcément les modalités de sortie, en fait, hein, d'exercice, hein, la destination de la patientèle, notamment à l'issue de l'activité. Il y a vraiment pas mal d'axes, hein, pour n'importe quelle profession à travailler, quoi, en fait, hein, mais vraiment en Encore une fois, fonction de... on a eu l'impression de stigmatiser un peu les chirurgiens dentistes parce que bah, voilà, ils ont un ordre qui est un peu plus rigoureux, hein. Il y a une jurisprudence dernièrement qui a alimenté la chronique à peu près en même temps, enfin juste après l'ordonnance de février 2023 et qui mettait une limite aux détentions de la SEL par une SPFPL détenue à 100% dans le cadre justement d'un chirurgien dentiste. Mais quand on reprend le modèle de tout à l'heure d'exemple avec une SEL de chirurgien dentiste détenue à 25% par une SPFPL, puisque j'ai pas le choix, et 75% directement par le professionnel exerçant, que je distribue 75% pour compléter mon train de vie ou pour mettre en place la stratégie dont parlait Victor, 25% qui remontent dans ma SPFPL en quasi-franchise fiscale. Jean-François vient de le dire, cette SPFPL peut détenir et a le droit de détenir la SCI, donc qui a acquis les locaux professionnels. Mais rien que ce schéma-là, il est hyper vertueux. Et je suis chirurgien dentiste. Si jamais à un moment donné, j'ai encore un supplément de résultats dans ma SPFPL dont je n'ai pas besoin pour aider à financer ma SCI professionnelle, j'ai une capacité de faire des placements, et encore une fois des placements avec des niveaux de performance tout à fait honorables,
et donc de me constituer un patrimoine de retraite. Donc, encore une fois, il ne faut pas stigmatiser ou dire c'est complètement bridé au niveau des chirurgiens dentistes. C'est loin d'être le cas. Il y a vraiment des beaux schémas d'optimisation.